Nous revoilà. Pour le. Là, c'est pour l'overclocking de CPU. Ah, j'aurais peut-être dû regarder la fin de la vidéo. Mais bon, je le fais en deux parties. Et voilà. Je crois que je vais laisser comme ça. Allez, un peu plus grand. Parce que c'est tellement moche. Je sais pas sur qui j'aurais pu copier. Mais bon, ça au moins, c'est moi qui ai filmé. Et soit. Euh, euh, Pourquoi commencer? Hmm. Ouais, non, on va tout revoir l'un à la suite de l'autre. Donc, euh, là, vous pouvez déjà voir plus ou moins les trucs allez, les plus touchés pour hausser les RAM, on va dire. Pour moi, il manque le FAV et le FAW, pardon, et le truc. Mais bon, bah, pour être sûr qu'ils ne mettent pas n'importe quoi. Ouais, là, c'est parce que ne faites ne, ne, ne faites jamais dossier sur le BCLK ou FSB sans connaître un peu le PC, hein. Avant les Skylake, ça touchait le port PCIe, etc. Donc c'était dangereux à faire. Il fallait rester en dessous du 104. Oui, déjà il y a le FCLK, donc c'est le Early Power Run. On le voit plutôt comme Early Power Run pour les retrouver dans tous les BIOS, quoi. Et le CPU clock, bon, on va revoir après. Euh, Waouh. Voilà, on a déjà le multiplicateur de RAM aussi. Ah, ça va vite. Donc le FCLK, quoi, ça. Euh, En gros, ça permet d'allouer un peu plus de bande passante au PCIe, etc. aussi. Sauf que ça ne haussait pas vraiment. Euh, D'habitude, vous avez que trois choix 400, 800 et 1000. En fait, c'est x4, x8 et x10. Vaut mieux mettre sur x10, surtout si vous touchez pas au CPU basse clock, enfin le BCLK, FSB, quoi. Mais par contre, si vous touchez ça, ça touche sur les deux. Ça touche sur ça et sur les mémoires aussi. La fréquence des mémoires. C'est pour ça que j'ai un chiffre un peu what the fuck ici. Parce que on doit faire 128 fois 18,66 et ça me donne ce chiffre. Etc. Donc vous devez faire gaffe à ça si vous bougez là-dessus. Vu que là aussi ça fait x4, x8 ou x10, hein. Donc vous aurez un FCLK à 1280, vous risquez hein, d'avoir des crashs juste à cause de ça. Donc je dirais que le FCLK max à avoir c'est à 1140, un truc comme ça, quoi. Ah, je le montre enfin. Et donc, ouais, tout ce que vous allez à faire, c'est baisser ou monter le multiplicateur de RAM pour stabiliser votre mégahertz. Vous faites ça. Tout ça, c'est à cause du 128.10 là.
Il faut bouger, sinon... Ouais, c'est là où vous activez le profil XMP, ouais. Après, on va revenir dans ce menu-là. Je l'ai oublié, celui-là. Ouais, si vous êtes sur un CPU-K, en fait, normalement, ça reste à 100 MHz, et vous devez bouger cette valeur-ci. Donc, le clock ratio. Là aussi, c'est un truc qui fait x27, x28. Là, le problème, c'est que ça touchera le on-core aussi. C'est pas le, c'est pas le turbo boost, ça. C'est la vraie valeur de base. Ouais, parce que vous avez la valeur de base, où sont tous ce qu'on appelle aussi le ring ou le SOC, SOC. Euh, c'est c'est à cette vitesse-là que vont aller vos caches L1, etc., vos trids, enfin, les trids de i7, hein, les HT, quoi. Euh, ouais, c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout ce qui est en dehors des corps, on va dire. Donc, vaut mieux l'augmenter, oui. Souvent, il faut essayer de rester à, à 0,5 GHz de votre à 0,5 GHz de votre gigahertz réel, on va dire. Après, beaucoup aiment avoir égal. Donc, encore égale le réel, égale le turbo, quoi. En fait, juste, le truc, c'est que juste augmenter ça, ça permet d'avoir un peu plus de stabilité. Parce qu'il y a moins de différence entre les deux. Donc, parce que c'est quand même l'un à côté de l'autre, quoi. Et puis, à quoi ça sert d'avoir des corps à 30 000 GHz si les caches ne suivent pas. Donc, enfin voilà. Donc, ça dépend les CPU. Ouais, mais allez, souvent, l'exemple, si vous arrivez à 4.5, vraiment le minimum, ça serait 3.6, même 3.8. Donc, faut faire gaffe. Mais moi, je vous conseille, comme je disais, avoir un core 4 GHz et le turbo à 4.5. Donc là encore un menu pour activer les XMP ou pour changer le truc de vos RAM, encore une fois. Ça s'appelle même pareil, hein, système memory multiply. Euh, Ça c'est pour désactiver le fastboot sur les RAM. D'habitude quand vous désactivez le fastboot vraiment sur la RAM, ça désactive tous les autres fastboot, mais bon, des fois la magie des BIOS. Ah oui, pourquoi faire ça déjà, si vous essayez de faire de l'OC de RAM, je vous conseille de le mettre parce que vous avez déjà beaucoup moins de chances que votre BIOS a besoin d'un rescue et donc redémarre deux fois votre PC pour le remettre en ordre, enfin pour utiliser le dual BIOS, etc. Puis vous avez plus de chances de crash aussi. Donc comme le fast boot, c'est jamais un truc vraiment à 100%, on va dire. Vaut mieux faire des vrais tests de la RAM comparé à se fier
un truc à cause du fast boot qui fait planter ta carte graphique AMD. Un truc du genre, quoi. Alors, il y a encore ça. Le Memory Enchantment Setting, ouais, ça bouge un petit peu les valeurs. euh, de, Il n'y a pas beaucoup de BIOS qui ont ça. Ça bouge un peu les valeurs parce que vous pouvez choisir normal, améliorer la performance, améliorer la stabilité et OC, on va dire. Et ça change un tout petit peu les timings traités par le BIOS, on va dire. Ah, je me rappelle si je mets sur truc stabilité, il me met je sais plus quoi, il me met une autre valeur sur un truc. Et si je mets sur relax OC, il met une autre valeur sur un autre truc. Ah, merde. Euh, Il y a encore des trucs là à savoir. C'est. euh, ah, non, c'est pas là que vous pouvez faire ça. C'est le channel intervalling. Ouais, non, c'est le rank intervalling, je pense. En gros, à cause enfin, pour les serveurs, normalement, euh, vous avez beaucoup de RAM qui. Vous avez beaucoup de RAM qui ont plusieurs modules, on va dire. Enfin, les puces sont séparées, on va dire. Et donc, elles ont 8 ranks, des trucs comme ça. En fait, ça sert à quand vous avez un serveur, etc. C'est quand vous avez une erreur dans la RAM, elle se fait détecter comme erreur, elle se fait remplacer, etc. Mais pour ne pas perdre tout ce qu'il y avait, toutes les données qu'il y avait dans la RAM, grâce à ce truc de rank, ça désactive seulement le module pour limiter les erreurs. Et puis ça permet de, d'essayer de revoir toutes les données qu'il y a sur les autres 7 modules. Les modules restants, quoi. Donc ça dépend les RAM. Si vous avez des 16 gigaoctets, des grosses barrettes de RAM, quoi, les 16 gigas, je suis pas sûr que vous pouvez le désactiver, mais sinon vous pouvez le désactiver, le rank intervalling. Ah, le multiplique tweaker aussi. Ah, le multiplique tweaker. Ouais. Enfin, normalement, le biais se trompe jamais. Tant pis, je parle pas de ça. Très rare que le BIOS se trompe là-dessus, quoi. Oh. Quoique. Si vous avez des problèmes de RAM, je vous conseille de lire sur ça. Mais... normalement, il faut toujours mettre 1, quoi. Alors, le load line calibration, ou le LLC, etc. Je sais pas, sur ASRock, je sais que c'est par level. Asus aussi. Donc vous avez level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Euh, euh, En fait, c'est pour. En fait, dès que vous allez chercher un V-Core vous-même, etc., d'habitude, vous êtes obligé de l'activer, quasi. Enfin, dès que vous voulez un peu overclock. Le problème, c'est que c'est un peu un truc intelligent. Euh, les trucs qu'on n'aime pas dans l'overclock, mais on est obligé de jouer avec ça. Parce qu'au plus on met du V-Core, en gros, et au plus il y a une différence qui se fait entre l'entrée et la sortie, on va dire. Et ce truc-là aide à tout le temps avoir un voltage bien net pour le CPU. Et comme on commence à jouer avec les limites possibles du CPU,
ça commence à faire très mal s'il y a tout le temps des variations de V-Core et des trucs comme ça. Et pour le tenir, eh bien, on utilise ça. Le problème, c'est que c'est un truc intelligent et que au plus vous mettez un truc haut là-dessus, au plus il y a des restrictions sur les cartes mères, au plus il y a des demandes à la carte mère de bien vérifier le voltage de tout le temps. Euh, Parfois ça peut toucher d'autres composants aussi. Je parle pas de carte graphique ni rien, mais le North Bridge, les machins comme ça. Mais c'est pour ça que au pire vous mettez, au plus vous devez mettre de level en gros, et au pire ça peut être parce que il va commencer à vraiment tout vouloir bien calibrer et c'est impossible. Donc voilà, souvent il y a ouais, j'ai mal expliqué, désolé, mais je sais qu'il y a allez pour le LLC, il y a souvent des levels qui sont très bien connus, genre sur Asrock. Il me semble que c'est level 3, le level 3 et 4. Ils sont souvent utilisés, enfin, je parle d'il y a un petit bout de temps quand même, mais voilà quoi. Le VAXG, je sais pas ce que c'est, normalement c'est pour la carte graphique intégrée. Euh, ah, nous voilà dans le V-Core, etc. Euh, ouais, maintenant il commence à y avoir des noms what the fuck pour décrire le V-Core, quoi. Enfin, j'ai déjà vu sur des cartes mères Asus appeler ça, je sais pas, je sais plus, voltage de je ne sais pas quoi. C'est des tarés. Euh, mais bon, normalement, en gros, hein, euh, vous avez le V-Core, le V-Ring ou V-Sock. Et puis il y a tous ces trucs, toutes les variantes un peu dynamiques, les dynamic offset, on appelle ça, les VDD, trucs. Je l'ai même pas dans ce BIOS là. Euh, le CPU offset, etc. Mais les plus importants, c'est V-Core. Donc ça, c'est vraiment le truc pour les corps. Et V-Ring ou V-Sock pour les Zen Core. Euh, sur beaucoup de BIOS encore, même sur Ryzen, etc., d'habitude, laisser le V-Sock en auto va vous donner un truc correct. Donc voilà. Faut juste laisser en auto et vérifier dans HY Monitor ou dans votre BIOS plutôt, ou avec AMD Ryzen, je sais pas quoi, Master. Vous pouvez vérifier parce que HY Monitor il est pas super bien pour dire ça en plus. Ouais, j'en ai pas ici. Mince. Euh, Qu'est-ce qui pourrait donner ça? Ouais, j'en ai pas ici. Je sais plus comment il s'appelle ça, le VP4. Pas quoi. Ouais, je sais pas vous le montrer. Non, regardez ça dans le BIOS, à combien il va. Mais normalement, il est toujours en dessous du V-Core. Donc voilà. Ah oui, ça chauffe. L'étude sur Ryzen, je crois que c'est
1.220, enfin quand vous cherchez le hard OC, on va dire. C'est dans un truc comme ça, 1.21 ou 1.22 de, de Vering. Après, ça dépend comment vous paramétrez votre BIOS, évidemment, mais que si, enfin moi, quand je OC sur Ryzen, je retire tous les SMT, etc. Enfin, c'est pour du jeu, donc j'ai pas besoin de multicœur et bon. Enfin, moi, j'ai jamais dû toucher au VSOC, en tout cas. Et je reste en plus dans les 1.338, des trucs comme ça. Donc voilà, quoi. C'est pas. Je ne cherche pas le full core actif 4.3 GHz. Enfin, voilà, quoi. Et je vais vous en parler parce que il y aura les noms, mais ce sera pas du tout pareil sur Ryzen, par contre, tout ça. Parce que je retire plus ou moins la même chose, donc le haste, les machins comme ça. Donc là, vous avez le VCCIO, à moins que vous commencez à vraiment aller haut dans les RAM, dans l'overclocking de votre RAM, normalement vous ne devez jamais toucher, vous devez toujours laisser en auto. Après, c'est ouf, sur Coffee Lake, etc., il est vachement haut, je trouve. De taré. Je sais pas pourquoi. Après, hein, si vous êtes sur 4 barrettes et que vous avez des problèmes, vous pouvez un petit peu augmenter comme ça, comme j'ai fait là en fait. Et c'est à cause du BCLK que je le fais. Euh, Bah, voilà, quoi, c'est pour moi le plus stable possible. Mais vous avez de toute façon le core PPL euh, voltage ou over voltage qui joue déjà sur le PCH et des machins comme ça. Donc on va y arriver après, mais ouais, normalement ça c'est une valeur dynamique. Donc normalement vous n'avez pas ça sur d'autres BIOS. Donc normalement le PPL voltage, c'est souvent seulement quand vous augmentez le FSB BCLK du CPU que vous devez commencer à vous intéresser à tout ça. En fait, c'est le offset, c'est le CPU offset en gros. Ils font quasi identiquement la même chose. Euh, ouais, je ne sais pas trop comment ça marche sur les autres plateformes. Ça. Euh, ouais, je me rappelle pas. Bah bon, il faut juste l'augmenter comparé à la valeur de base, hein. Et de pas énorme, énorme. Genre, moi, je vous conseille de lire un truc sur le CPU où vous êtes, parce que ça, ouais, c'est des trucs, des fois c'est fort, des fois c'est pas fort, des fois il y a un autre machin qui fait exactement la même chose, et que vous avez peut-être déjà touché. Et bon, ça, plus ça, plus ça, ça fait un gros aussi. Ouais, si vous augmentez un peu le FCLK, ça peut être marrant de bouger un peu le système adjunct aussi. Le VCC, ça. Mais bon, comme vous le voyez là, je l'ai monté de rien du tout, quoi. Euh, Vraiment, les max là-dedans, enfin, c'est sur Skylake, hein, donc ça vous intéresse pas, mais on va dire que ça, c'est 1.18. Ouais, je veux dire ça en max. Par contre, le SA, vous pouvez y aller quand même.
Ouais, c'est plutôt 1.28, voire 1.31, je pense que c'est pas super dangereux, quoi, tout ça. Le zoom, le PCH, voltage ou core, souvent c'est jamais utile. Euh, c'est seulement quand vous allez vraiment haut dans le BCLK et dès que vous dépassez les 1.25, on va dire, vous risquez de plus voir vos HDD en SATA. Donc, d'habitude, quand on veut toucher ça, on joue plutôt avec le PPL voltage et on overclock un peu ce truc-là. C'est que quand vous allez dans du plus que 160 de BSLK. Donc, ouais, n'empêche, un truc à savoir, c'est que aussi le BCLK en fait donne un meilleur rendement sur les trucs monocore. Enfin, vous aurez un meilleur score en CPU single thread avec un BCLK haut que avec du full multiple. Euh, euh, c'est là où on dérame voltage, donc c'est là où vous pouvez bouger la valeur le voltage de vos RAM sans avoir le XMP actif. Euh, ouais, c'est bon, dire 1.36 en gros, ça veut dire 1.56 après, donc ouais, c'est normal, hein. Ce que vous écrivez dans le BIOS, comme je disais, il y a un voltage d'entrée, il y a un voltage de sortie. Et beaucoup de cartes mères ont leur sensor sur le voltage de sortie, etc. Mais c'est pour ça que dans HW Monitor, vous voyez pas le voltage écrit. C'est un peu comme ça aussi que vous pouvez trouver un bon load line calibration là, qu'on avait vu avant. C'est parce que s'il commence à vous faire un plus 0, allez, 0. 0,03 de V-Core, voire plus, ça veut dire qu'il est trop haut ou qu'il fait n'importe quoi ou qu'il va pas bien, votre load line calibration, quoi. Et si vous arrivez trop bas, beaucoup plus bas, genre à -5, moins 0,05, là il faut aussi se poser des questions parce que vous pouvez avoir un crash juste à cause de ça. Après, hein, ce qui est bien, c'est que ça donne un genre de dynamic offset. Donc il y a aussi moyen de jouer avec ça. Un des meilleurs trucs à faire, c'est euh, vous écrivez, par exemple, 1.38 dans votre vCore. Euh, vous regardez ce que vous avez en vCore dans HW Monitor et tout. Dans HW Monitor. Non, ici plutôt. Le core voltage. Vous voyez, regardez s'il bouge pas trop. Parce que s'il commence à bouger tout le temps, c'est pas la peine non plus. Mais bon, ça peut donner un genre de dynamic offset. Donc, s'il bouge en dessous s'il fait moins 0,067, ça commence à être trop. D'essayer de jouer avec ça. Mais parfois, vous pouvez avoir une petite marge allez, de V-Core pendant le repos, ou pendant le jeu, ou pendant les trucs. Donc des fois, ça peut tomber bien, quoi. Oui, vraiment, c'est que des offsets, tout ça. Le training voltage, je, mince, j'ai un trou de mémoire.
Normalement, il en faut très très peu. C'est quand vous allez haut dans les RAM aussi. C'est quand vous ardossez les RAM, tout ça, hein. Euh, j'ai oublié le DDR, VPP aussi. Euh, euh, c'est que pour les RAM, hein, tout ça. Je vais pas assez haut dans les RAM pour vous parler de ça. Ça, vous pouvez le voir, hein, sur la fiche technique de votre DDR4. Euh, Normalement, vous pouvez le mettre plus haut. Celui-là aussi, il y a moins de jouer, et ça aussi, c'est un truc. Ça, c'est un peu comme le PPL, donc c'est souvent le plus touché en premier, je pense. Le termination, mais. Enfin, c'est un genre de CPU offset. Mais les autres. Ça, c'est. Training voltage, je crois que c'est hyper rare, rarement utilisé déjà. Les deux autres, ça. Là, ça. Ouais. Allez, le truc que j'ai oublié là. Euh, Après, hein, je vous conseille de lire au moins une fois ou deux votre livret de carte mère. Même si c'est en anglais. Parce que de toute façon, tout est en anglais en informatique. Essaye de comprendre un petit peu tout ce qu'il y a. Parce que ouais, je vais vous le dire, mais il y a des trucs que je n'ai pas dit ici déjà. C'est pas un tuto BIOS ici. Et donc là, c'est pareil. C'est le menu que j'avais oublié là. Euh, c'est encore pareil. Vous pouvez tout bouger comme ça. Et là, vous voyez bien que c'est un on-core ratio. Donc, vous n'avez pas besoin de. Ah, je me trompe. Ah, ah. En fait, vous devez bouger ici le on-core ratio. C'est juste mon BIOS bizarre qui fait que ça écrit le même, le même ratio sur le on-core et le. Oups. Et donc, ça, vous pouvez utiliser pour euh, overclocker le- vraiment les corps. Et là, vous changez le truc de l'Uncore ratio. Ouais, il y a le CPU, le flex ratio aussi. Ouais, sérieux, j'ai jamais lu là-dessus. Là, le turbo boost aussi. Euh, vous avez plus de sécurité, surtout sur les CPU de maintenant, à rester avec le turbo boost. Parce que au plus il va monter dans les températures, et plus il va pouvoir descendre, s'il y a un problème en tout cas. S'il y a un problème de température, il va commencer à descendre un peu les perfs, etc. Mais normalement, vaut mieux ne pas l'utiliser. Donc, euh, pourquoi ne pas l'utiliser? Parce que allez, ça fait un troisième. Ça vous donne un troisième. Ça fait longtemps que j'ai pas lu là-dessus, merde. Ça fait un genre de troisième multiplicateur. En fait, le flex ratio peut faire un quatrième. Donc, exemple, vos on-core ratio vont toujours rester, parce qu'on va retirer les C-stats, etc., va toujours rester à du 2.7. Si je dis pas de conneries, parce que normalement il bouge jamais en fait celui-là. Je ne sais plus. Ça non plus.
Mais le Encore, normalement, on va rester à, là, par exemple, c'est en x27. Vous mettez le CPU Frequency à x36. Et normalement, vous mettez un Turbo Boost à, je sais pas, 38, faute c'est mal ça. 38, 37, 37, 36, exemple. Donc ça va vous faire, ce- ça vous donne un meilleur, quand il a vraiment besoin, le CPU va commencer à aller taper dans le turbo boost et donc passer de 36 à 38, etc. Le problème, c'est que ça active plein de petits trucs inutiles, etc. Donc, vaut mieux mettre 38 directement ici, même si c'est un peu con parce que vous pouvez pas faire ce que je disais, 38, 37, 37, 36. Mais soit, d'habitude, c'est plus fiable comme ça qu'avoir un turbo boost qui arrête pas de descendre, remonter vos valeurs, quoi. On n'aime pas tout ça dans l'overclock. Et là, le problème, c'est que votre CPU va passer de 3.6 à 3.8, etc. Voilà, ça, normalement, vous n'avez pas besoin de toucher, mais... ah si. Mais il faut lire sur le CPU où vous êtes pour le moment, parce que c'est... Il y a moyen de dire de plus faire attention à toutes ces power limits, hein. Normalement. On va y arriver. Mais donc vous pouvez juste dire Intel Turbo Boost désactivé, hein. C'est ça que je disais par ne pas utiliser le Turbo Boost, c'est juste faire ça, hein. Euh, En gros, le TDP, c'est un genre de calculateur pour se dire à combien de watts vous êtes. Je sais pas comment dire ça. Mais c'est l'enveloppe thermique, etc., qui est utilisée pour un peu limiter les utilisateurs à dépasser un montant. Donc, c'est pour ça que là, on voit max TDP 65. Parce que je n'ai pas changé ça là-dedans, et de toute façon, mon BIOS le bloque complètement, donc je pourrais rien faire, quoi. Mais je pense qu'il peut vous bloquer dans votre overclocking si vous ne le bougez pas. Et donc, au lieu d'avoir X giga, enfin même pas, faudrait laisser le turbo boost pour ça. Ouais, si vous retirez le turbo boost et que vous oubliez de changer ce truc-là, ça peut redémarrer en boucle. Si vous allez dans le hard OC. Ouais, normalement, vous mettez un truc genre 200 ou un truc comme ça. Normalement, c'est utilisé en fait pour, euh, pour savoir quand le turbo boost ne doit pas trop dépasser cette valeur. Ne doit pas trop aller loin dans le gigahertz, etc. Il se limite un petit peu grâce à ça. Ça sert juste à ça. Donc vous pouvez, on appelle ça laisser... non. Ah, c'est le TDP limite, quoi. Tout ça. Et là, enfin, les SST. Nombre de CPU core, il paraît que sur certains BIOS, en tout cas, si vous n'avez pas mis à jour, etc., euh, vous avez peut-être un problème. Vous voyez que 4 corps sur 8, des trucs comme ça. Vous avez déjà des trucs dans le BIOS qui permettent de couper certains cœurs. Il y a moyen que vous ayez juste désactivé les SMT, donc vous avez retiré les treats, quoi. Euh, Vous pouvez avoir euh, ce truc-là qui bloque.
parce que vous êtes normalement pour avoir une vraie euh, sur Ryzen en tout cas vous êtes pour allez pour vraiment avoir des stats qui marchent, vous êtes obligé de laisser en auto normalement ce truc-là. Mais normalement vous avez d'autres moyens de dire d'activer tous les cœurs, etc. Ça dépend des BIOS donc. Et là enfin les stats. Donc un peu des phases par lesquelles passe votre CPU quand vous ne faites rien dessus et qui permet qu'il soit moins énergivore, etc. Le problème c'est que c'est un truc intelligent donc dès que vous bougez pas assez la souris il va commencer à baisser les V-core et tout. Et le problème c'est qu'avec des gros overclocking ça peut faire très très mal. Donc en tout cas, pendant la phase de votre recherche d'overclocking, je vous conseille de désactiver tout ça. Euh, donc, même le CE1, enfin non, le C1E, vous pouvez le laisser si vous avez envie. Ça peut aider pour refroidir un petit peu de temps en temps, quoi. Etc. Le haste aussi. C'est un truc qui permet de voir fluctuer les mégahertz de, euh, de, allez, de, les mégahertz là-dedans, exemple. C'est pour ça qu'il reste tout le temps à 2.7, c'est parce qu'il est désactivé. Euh, oui, ça permet de, 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 de bouffer, allez, je trouve pas le mot, d'économiser un peu de l'énergie, de le laisser. Euh, Après, ça joue un petit peu sur le. De très très peu, enfin, soit je veux même pas le dire ça. Mais quand vous allez dans le hard OC, même ça, la fluctuation que donne ce, ce truc-là fait que ça devient un tout petit peu moins stable, etc. C'est pour ça que je conseille de le désactiver, surtout pendant la phase de recherche. Et le RSR, si vous utilisez de toute façon pas le Turbo Boost, normalement il sert plus à rien. Mais en gros, c'est juste ce truc-là qui permet de regarder en fait le T max de votre CPU. Euh, et dès que le T max c'est la température max mise dans le, dans le microcode, enfin dans le je ne sais quoi. En fait, dès qu'il va arriver vers près de cette température, enfin au plus il va arriver près de cette température, au plus il va commencer à casser vos turbo boosts. C'est pour ça que vous perdez un peu de performance. Plus s'il chauffe, quoi. Donc vous pouvez voir sur le Arc Intel hein, cette info-là. Par contre, sur les PC portables, enfin, le truc maintenant, c'est que vous avez allez, les Intel 8000, etc. Maintenant, ils ont un core à 2.2 GHz, quoi, et un Turbo Boost à 3.8. Et donc, le nombre de gigahertz que vous perdez, ça peut aller très vite parce que, comme je disais, au plus vous arrivez au T max, au plus vous perdez. Donc, si vous arrivez à 60 et que le T max est 70, waouh, enfin, vous perdez beaucoup de gigahertz, quoi. Donc voilà. Après, je vous conseille de tester un gigahertz un peu plus bas si vous le désactivez sur des 8000 Coffee Lake, etc. Testez un overclocking un peu plus bas que ça. Après, maintenant, sur les 8000 et tout, d'habitude, vous avez allez, un truc automatique pour avoir 5 GHz, quoi. Donc,
Vous n'êtes plus vraiment obligé de connaître tout ça, hein. Ouais, sur AMD, normalement, ils ont pas ce RSR. Euh, Turbo Boost non plus, d'ailleurs. Euh, Ils font tout par je sais plus quoi. Le Thermal Monitor, ça aussi. Euh, enfin, si, j'ai rien dit. En fait, vous avez certaines cartes mères où ils n'utilisent jamais le Thermal Monitor. Donc, exemple, les gigabytes, souvent, ils utilisent une sonde CPU qui est un tout petit peu à côté. Des trucs comme ça. Donc, vous avez entre la vraie température CPU et cette sonde-là, vous avez 1 ou 2 degrés de différence. Donc il faut faire un peu gaffe si vous êtes consciencieux niveau température, si vous saviez pas ça. Après, dans HW Monitor, vous voyez la vraie sonde de CPU, hein. Enfin, vous pouvez la voir. Euh, enfin, tout ce que ça fait, si vous la désactivez, c'est que vous allez voir votre CPU à 110 degrés d'habitude. Ah bon, ça fait un truc en moins dans le CPU, donc c'est d'habitude de la désactiver. Après, ça peut être chiant pour régler vos ventilos derrière, hein. Enfin, les ventilos de ventirad, je parle. Ouais, ça, je sais pas ce que c'est. Moi, euh, c'est un truc qui aide un petit peu le truc calibrating, le LLC, quoi. Ouais, ça dépend trop du BIOS, à mon avis, pour vraiment en parler. Donc, je n'ai pas fait de recherche. Alors, ça, des trucs à savoir. Ça touche pas à l'overclocking, enfin, pas vraiment. Quand vous avez écrit Windows Boot Manager et un truc, ça veut dire que vous allez booter sur un truc vraiment EUFI, donc ce qui est normal maintenant, quoi. En gros, ça bloque tout en EUFI, je pense. Enfin, un truc que moi je déteste, c'est le CSM support. Donc vous êtes obligé de mettre Windows 8 10 features sur Windows 10. De toute façon, tout ce que ça change, c'est les règles de l'EUFI, hein, de faire ça. Sérieux, mettre Other OS, même si vous allez sur Linux, ça sert à rien, hein. Mettez Windows 10, je pense. Euh, donc là, je désactive encore le fast boot, parce qu'on ne sait jamais. Euh, et donc le CSM support, ça sert à pouvoir émuler les anciens standards. Je me souviens plus du nom. Avant l'UEFI, quoi. Donc si vous avez une ancienne carte graphique, c'est possible que vous en ayez absolument besoin. Au pire, si vous faites une connerie par ma faute, euh, lisez un truc sur comment remettre votre BIOS par défaut, donc le Clear CMOS, parce que elle est par défaut. Ils sont obligés de laisser ce truc-là actif, donc vous êtes sûr de le récupérer si vous faites bien un bon Clear CMOS. Euh, Reste. Ouais, les Secure Boot. Ouais, sur des PC portables, il y a certains qui ont des problèmes avec ça. Je vous conseille de désactiver de toute façon. C'est encore pareil. Vous pouvez très bien ne pas
Ne pas même un HDD formaté que vous mettez sur votre PC comme ça, et il va pas le trouver juste à cause de ça. Donc c'est possible, juste à cause du Secure Boot. Parce que pour lui, lui et le Fast Boot euh, se disent de démarrer que sur les derniers HDD actifs. Donc vous êtes obligé de reboot deux, trois fois pour voir le HDD parce qu'il y a le Secure Boot. Ah, soit. Et le fast boot, pareil. Tant que vous ne lui dites pas, dites pas, activer tous les HDD qu'il y a sur mes prises, et il va pas le faire. Euh, Merde, je sais plus ce que c'est. C'est le truc pour sauvegarder les BIOS. Euh, ouais, j'ai peur de me tromper avec un autre truc. Donc, là, vous pouvez choisir sur quelle carte graphique vous allez booter, on va dire. Donc, si vous avez trois cartes graphiques, par exemple, vous pouvez dire de booter sur, enfin, pour avoir l'écran du BIOS sur une carte graphique ou l'autre. Euh, donc ça c'est pour garder la carte réseau active, ça c'est pour les LED parce qu'il y a des LED sur ma carte mère. Legacy USB support, ça aussi ça commence à devenir un peu useless, mais si vous avez encore des clés en FAT32, etc., ça peut servir. Le XHCI, ça c'est pour les trucs. Non, je suis pas sûr. Je sais plus ce que c'est. Euh, Ça c'est pour. Ah, pourquoi je vais pas désactiver ce truc de merde? C'est pour garder des HDD externes, je pense, actifs, etc. Pour avoir plusieurs. Parce ils ont des modes écologiques, etc. Donc, mince. Donc, il faut avoir ce truc-là. Faudrait que je relise là, sur ça. Euh, Ça, on va y arriver. Il n'y a rien. Biosgar Technologies, c'est avec ça que je me trompe déjà, donc c'est pas ça. Ah, je sais que ça sert à rien, mais je sais plus pourquoi. Ça, c'est aussi. Ah, c'est pas pour utiliser le PC par le BIOS ou je sais pas quoi, ça. Je sais plus. Mais... Non, ouais, je me suis trompé avec ça. Je crois qu'il y a rien non plus dans Offboard SATA controller. Bon. Euh, Ça, c'est assez intéressant aussi. Ça peut jouer sur est-ce que il va voir vos HDD ou pas. C'est. Enfin. Non, j'ai rien dit. Pas vraiment en fait. Non, non, normalement vous avez pas besoin de ça, c'est vrai. Si vous vous en foutez de l'énergie, je vous conseille enfin, de l'électricité et tout. Vous n'avez pas 30 000 HDD, vous pouvez retirer ça, le LPM support. C'est un truc pour faire arrêter vos HDD. Puis je vous conseille de mettre disable et enable sur le. Allez, manuellement, au lieu de laisser. De tout laisser enable dans ce truc.
VTD, toujours à désactiver pour si vous faites du hard OC. L'internal graphique aussi, c'est l'IGPU. Ouais, comme vous savez pas, vous avez une Intel HD 530 ou je ne sais quoi dans votre dans le CPU. Le problème c'est que si vous l'utilisez, ça utilise 10 watts, un truc comme ça. Donc ça fait plus de chauffe. Enfin voilà pourquoi il faut retirer ça. Le high précision timer. Euh, ah, c'est trop compliqué. Là, normalement, c'est plus worse de le laisser actif. Ça dépend les BIOS, ça dépend un peu. Sur Windows 7, c'est beaucoup moins fort déjà. Mais voilà, quoi, ça laisse actif. Évidemment, ça c'est pour la carte son, audio contrôleur. Ah, le RP. Donc ici, une image un peu plus nette. Le RP, par contre, ça c'est très bien. Par contre, pendant la phase de test de vos overclocks, là, je vous conseille de le désactiver. Par contre, vous allez avoir vos LED de souris, etc., qui vont rester actifs, même le PC éteint. Mais soit. Ça permet de vraiment couper le PC, on va dire. En tout cas, avec beaucoup d'alim qui le permettent. Et, pourquoi je dis de le retirer? Parce que vous avez plus de chances de faire un vrai crash de BIOS aussi à l'avoir activé que le laisser désactiver. Le genre de truc qui peut en plus vous faire cracher beaucoup plus souvent pendant un démarrage à froid parce que il va aller rechercher tout ce qui est information des RAM, etc. Et, enfin, tout est effacé, et donc il doit tout reprendre à zéro, on va dire. C'est comme si c'est la première fois que vous allez allumer votre PC, quoi. Et donc il doit tout refaire, et ça peut beaucoup plus souvent cracher. Donc, enfin, pendant l'allumage, hein, seulement. Mais je vous le conseille fortement, hein, si vous pouvez l'activer, ce truc. Donc une fois que vous êtes sûr que vous avez fait tourner 3-4 jours le PC correctement, là vous l'activez, hein. Plateforme Power Manager, Windows le fait très bien, hein. Si vous avez envie d'avoir ça. En fait, c'est des ASPM, quoi. Euh, il faut un utilitaire de la carte mère pour en plus l'utiliser, je pense. Mais le machin de gestion d'alimentation de Windows le fait très bien aussi. Donc normalement, pas besoin de se faire chier. Et là, vous pouvez enfin save et quit et lancer des petits bench. L'auto. Si vous avez besoin de faire une mise à jour de BIOS avant tout ça, je vous le conseille de le faire manuellement. Donc, il y a. Ouais, je crois que c'est F8, Q-Flash en fait. En fait, il y a moyen de mettre le BIOS, donc vous devez aller sur le site de la carte mère et tout, sur une clé USB. Là, vous démarrez dans le BIOS direct. Vous faites un load optimise défaut. Vous redémarrez. Vous allez même jusqu'à Windows et tout. Là, vous redémarrez. Vous re-rentrez dans le BIOS sans avoir rien changé. Et, euh, et vous mettez la clé USB dans un
dans un port USB 2.0, s'il vous plaît. Vous faites F8. Enfin, ça dépend les BIOS, ça, hein. Mais c'est comme ça qu'on fait pour mettre à jour manuellement le BIOS, dans plus ou moins tous les cas. Donc vous faites F8, évidemment, il faut que votre USB soit bien détecté. Ça, à cause du fast boot, etc., sur des trucs genre MSI, ça peut vraiment chier. Euh, donc vous appuyez sur F8, parfois... ah oui, je savais pas, mais un truc est que avec les fast boot de certains, en gros, il faut pas tapoter sur la touche pour rentrer dans le BIOS. Vous devez rester appuyé dessus. Tout simplement. Je savais pas. Mais ouais, je sais pas, sur Asus, etc., c'est souvent delete ou supprime, ils appellent ça. Donc vous allumez le PC, dans 2-3 secondes après, vous restez appuyé sur la touche. Waouh! Comme ça, vous n'avez pas de problème avec le fast boot qui démarre quand même. Moi, c'est sérieux, ça m'en bouche un con, hein, quoi. Euh, ouais, c'est en lisant un manuel de Asus, je crois que je suis tombé là-dessus. Bon, après, vous pouvez lire le livret, hein. Vous trouverez le point PDF sur le site de votre carte mère, si vous avez perdu le livret. Mais donc, vous appuyez sur F8. Il faut l'avoir des IP plus mis dans la racine, hein, le fichier. Donc, vous aurez un fichier genre je sais pas quoi, mais je vous conseille de lire le livret de toute façon. Parce que c'est bizarre, souvent. Après, ça dépend si vous avez activé les extensions de fichiers dans Windows, mais allez, souvent c'est truc. Et le fichier apparaît en blanc, comme ça, donc voilà. De toute façon, si ça n'est pas bon, il va juste vous dire que c'est pas un BIOS fait pour ça, et puis c'est tout. En gros, voilà. Donc vous faites F8, vous attendez un peu, vous appuyez sur Enter, et là il va faire normalement la mise à jour BIOS. Et vous n'avez plus qu'à attendre qu'il reboot. C'est la façon la plus sûre euh, de faire la mise à jour BIOS, en tout cas. Et là, vous laissez redémarrer sur Windows, hein. Donc, voilà. Euh, un truc, moi, que je conseille pour tester vos overclocking, c'est plutôt utiliser ce bench ici. Simplement. Donc, ouais, ça marche pas. Vous faites un stress ou un bench. Après, pour être vraiment sûr, pour moi, c'est du bullshit. Pour être vraiment. Enfin, c'est seulement quand vous voulez faire du 24/7, quoi. Sinon, tant pis, hein, vous taperez un petit reboot pendant une session de jeu, tant pis, hein. Mais d'habitude, il faut, je veux dire, tenir 2 heures de stress CPU là-dedans. Donc, vous faites. Oui, faites pour les 4 trades. Ça dépend, hein, le nombre de trades que vous avez. Donc, allez, et il faut compter les trades de i7, hein. Exemple, vous avez 4 achetés et 4 corps dans les i7, vous devez mettre 8. Etc. Dans les Ryzen, vous en avez 12, 18, 16, 12 ou 16, etc. Non, qu'est-ce que je dis? Si, 12 ou 16. La vache. Etc., hein. Évidemment, s'ils sont bien, enfin, si vous êtes intéressé à avoir tous vos cœurs actifs. Parce que moi, sur les i7 ou sur les Ryzen, je retire les cœurs.
Je retire les trades très souvent. Donc, bah, ça me fait un oui trade. Vu que. Enfin, voilà. La sur i5, enfin, vous pouvez lire ça ici en fait. Euh, je disais pas ça, c'est juste parce que j'ai déjà entendu des histoires avec les Ryzen comme quoi ça pouvait bloquer virtualisation enable. Il est fou, c'est bizarre ça. Euh, euh, que ça pouvait bloquer les corps, etc. Ou alors vous avez fait de mauvaises manips là-dedans. C'est possible aussi. Ah, c'est pas dans celui-là. Ah, vous pouvez avoir fait une mauvaise manip là-dedans, etc. Ce qui est méga rare. Enfin, plus personne ne connaît ça maintenant. Mais voilà quoi. Normalement, vous devez savoir combien de trades vous avez là. Et voilà qui finit la vidéo, je pense. Euh, oui, il y a encore des trucs à savoir. C'est que dans beaucoup de cas, les CPU peuvent. Ils ne sont pas soudés à l'IHS, etc. Donc vous pouvez vous amuser à acheter un bitonio pour retirer la plaque en métal qu'il y a sur le CPU, etc. Donc on appelle ça le D-lead. Enfin, c'est pour retirer l'IHS aussi et remplacer la pâte thermique en dessous, etc. Ça peut faire gagner beaucoup de degrés. Sur les Ryzen, ils mettent quand même une meilleure pâte thermique et tout comparé. Enfin, elle est mieux appliquée et tout. Mais voilà. Euh, je dirais pour à peine effleurer un petit peu l'overclocking de CPU, je dirais qu'il faut un 212X en ventirad. Euh, ouais, c'est vrai que je suis pas venu sur tout ça. Sur Ryzen, il faut pas un énorme ventirad de ouf. Hein, même pour du hard OC, le problème c'est que vous êtes bloqué à 1.4 V-Core de toute façon, quoi que vous fassiez. Donc, allez, c'est vrai que les Ryzen 2, etc. Enfin, il y a un calcul à faire, hein, mais, parce que 1.41 V-Core, c'est en fait depuis le Ryzen 1, hein, donc depuis les 1600, etc. Ça a toujours été la limite du V-Core. On verra pour le Ryzen 3, hein, mais ça a toujours été la limite de V-Core. Mais le truc, comme le gigahertz arrive à monter de plus en plus, eh bien c'est ça qui donne une différence sur la console énergétique qu'il va faire. Donc ouais, c'est vrai qu'un Ryzen 7, etc., si vous voulez vraiment avoir du 4.3 GHz, full cœur actif et tout, ouais d'accord, mais enfin, sérieux, si vous avez en plus un X, des trucs comme ça, genre vous essayez de trouver plutôt un EC bien stable à du 1.34, 1.35 de V-Core. Et vous aurez déjà un 4.1 GHz. Hein, enfin voilà quoi. Surtout si vous avez un X. Pour les non-X, ils ont un moins bon contrôleur. Et c'est un peu plus dur. Il faut souvent monter un peu plus dans le V-Core. Vous arriverez à du 1.38 très facile pour avoir un truc correct. Donc ouais, là on arrive dans le 160 de TDP. Donc à faire répartir.
Après, c'est pas la mort non plus. Donc le Hard Océan 1.41 Vcore et tout, hein. Donc on arrive dans le 160 TDP à refroidir. Après, c'est mal fait, mal écrit, etc. Mais genre, si vous avez vraiment peur, un Dark Rock ou un Shadow Rock, ça suffit, hein. Donc ça sert à rien d'aller dans les 80 euros le Noctua le gros truc quoi, qui pèse 1,1 kg, sans ventilo, je pense, etc. quoi. C'est seulement quand vous allez euh, dans sur du Xeon ou sur du Threadripper, je sais pas trop comment ça marche. Qu'est-ce que j'allais dire? Ou alors que vous voulez faire un 24/7, évidemment, ça, si vous avez besoin de montage, comme ça, vous êtes sûr que ça reste à une température acceptable tout le temps. C'est mieux. Après, je conseille un water cool parce que vous avez moins de chances d'avoir de la dissipation thermique dans votre pièce. Parce que ça pourrait toujours avoir une pièce à 40 degrés, c'est chiant. Euh, Ah oui, et donc un water cool, même 120 mm, ça suffit pour du Ryzen, non? Je conseille un 240. Parce que j'aime pas les 120, mais c'est facile. Et parce que vous avez beaucoup de water cool qui sont. Enfin, là on parle de. Comment on dit encore AIE. Enfin, tout fait quoi. Ils sont assez mauvais, donc c'est vrai que. C'est pas des pompes extra bien. Mais normalement ça passe tranquille. Euh, Par contre, les CPU, genre 8600K, etc., ils peuvent aller dans le 200 watts TDP. Donc si en plus vous ne faites pas des leads, ça peut être bien ouf là-dessus. Après, je sais pas, mais allez, soit. Alors, si vous vous intéressez aux délits, je vous conseille de regarder une ou deux vidéos. Il y a deux choix de vidéos que j'ai déjà vues là-dessus, qui sont bien faites, et, faciles à trouver, quoi. Euh, oui, il y a moyen de retirer vraiment complètement le cache, mais c'est pas mal risqué. C'est pas mal risqué parce que il faut bien serrer le ventirad dessus, mais sans écraser la puce. Sinon, votre CPU va bouger parce qu'il n'y a plus de. Allez, ou vous taillez vous-même des petits bouts en plastique pour que le cadre qui tient le CPU quand vous le socket quoi, tienne votre CPU bien comme il faut, ou vous devez bien visser votre ventirad et vous risquez de casser le, le CPU. Donc, à vous de choisir. Mais, en plus, c'est plus chiant à foutre la pâte thermique. C'est plus chiant à nettoyer pour la changer. Parce que vous devez faire un peu plus gaffe à ne pas toucher les côtés. Et qu'est-ce que j'allais dire? Dès que vous retirez le ventirad, il va tomber. Donc, si vous ne mettez pas de loquet en plastique en dessous. Euh,
Ah oui, et la plaque sert un peu aussi d'anti. Allez, ça garde les ondes à l'intérieur. Parce que ça balance quand même des ondes un peu comme les micro-ondes, tout ça. Et bon, ça permet de garder ça là-dedans. Après, il y a une technologie écrit les Arc Intel qui parle de ça. Hein. Allez, il faut cette technologie pour en bénéficier. Donc, moi, qui a un 6400, je ne l'ai pas. Les 6500 l'ont, mais le 6400, ça souhaite. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, ouais, ouais. Pardon. Euh, bon, mais bonne chance hein, avec la loterie du silicium, etc. Hein. Aussi, hein, parce qu'il en faut. Et avec les V-corps, enfin avec les voltages, etc. Hein. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Je pourrais parler de la ventilation de votre tour, mais bon, c'est pas très fou. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Euh, Évidemment, vous avez aussi l'overclock des claviers, l'overclock des souris, l'overclock des écrans, euh, l'overclock du pool USB. Mais bon, c'est à peu près la même chose que dire que c'est la souris. Ah non, parce qu'il y a moyen de faire ça sur des gamepads aussi. J'ai oublié, c'est là. Il y a des trucs à savoir sur les. Ouais, non. Euh, Après, ouais, non. Maintenant, l'overclock des claviers, c'est mettre sur 1000 Hz, hein, mais grâce à un interrupteur. Hein, mais à l'époque, il fallait. Pour avoir du 1000 Hz, il fallait changer le driver nous-mêmes. Hein. C'était un peu dingue. Hein. C'est un peu ce qu'il faut faire pour certains gamepads. Hein. Il y a moyen de faire ça. Si je me trompe pas. Mais je crois que c'est quand les boutons sont full analogiques. Et le problème, c'est que beaucoup de manettes ont des boutons numériques. Euh... Ah, ça va, arrêtez là, je crois. Ça. Et là, vous refaites un user bench et envoyez-moi ça. Ah oui, je mettrai mes deux user bench dans la description, normalement. Bye.